Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir d'avoir comme premier intervenant au niveau de ce cycle de webinaire, Inch'Allah, avec les élèves des filières santé et des boursiers de la FME des filières santé. C'est la première personne à qui j'ai pensé pour intervenir. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois où le professeur Srali va intervenir. Alors, comme je l'ai précisé sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp et tout à l'heure, donc professeur Srali, c'est un professeur de néphrologie, chef de service du service de néphrologie du CHU de Fès depuis presque 13 ans, ou plus de 13 ans, bref, autour de ça, je crois. Tu peux me corriger, Tarek. Professeur Srli est vice-doyen aux affaires pédagogiques à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Professeur Srli est aussi président de l'association ISAT à Fès, et je suis sûre que je ne connais pas toutes les autres missions du professeur Srli. Mais en tout cas, c'est humainement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un homme exemplaire, et donc ça me fait plaisir qu'il fasse profiter ce club de ses connaissances, des valeurs qu'il porte déjà et de tout. Merci beaucoup, c'est Tarek, à toi la parole. Merci beaucoup, merci pour l'introduction flatteuse et merci pour l'invitation. J'ai toujours suivi ce que tu fais dans la fondation et la fondation en général avec beaucoup d'admiration, et je te l'ai dit avant, parce que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de non seulement chercher à avoir des bourses, mais surtout à chercher à voir réussir tous ceux qui ont reçu des bourses. Et pour réussir, on a besoin de beaucoup de choses et de la conjonction des efforts de tous. Donc, c'est avec plaisir que je suis avec vous. Je vais essayer de partager un diaporama qui va me servir de prétexte pour... donc, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, Anna, je vais demander. Esma, s'il te plaît, tu peux? C'est fait. C'est fait? C'est bon. Oui, c'est bon, merci. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas. Bon, j'ai posé une question. Est-ce qu'on peut enregistrer Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Et donc, j'ai commencé par ça. C'est le premier message qu'on a partagé. Le problème que j'ai et que je veux bien qu'on discute, personnellement, je prépare les examens, mais malheureusement, j'oublie 90% de ce que j'ai appris dès que les examens se terminent. Je ne sais pas si je suis la seule. Est-ce que ce genre de choses vous arrive, etc. Et donc, c'est une question très pertinente. Donc, c'est là par quoi on va commencer. Donc, beaucoup de choses à dire à propos de ce message. Il y a des mots-clés à sortir. Donc, chacun le vit, personnellement. Il croit qu'il est le seul à vivre ça. Ça concerne des personnes qui se sont préparées. D'ailleurs, le premier verbe qui sort, c'est « je prépare ». Donc, c'est pas question de mauvaise volonté ou de travail insuffisant. On a l'impression qu'on a un vrai problème et on exagère peut-être de son point de vue subjectif puisqu'on dit 90% d'oubli. Et donc, beaucoup de choses et on a besoin de solutions. Et la solution n'est pas évidente, mais elle nécessite une discussion, peut-être une discussion philosophique. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation de Nietzsche, le philosophe allemand, qui dit que le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. Donc, en lisant ça, on a l'impression que finalement, la solution, c'est développer sa mémoire, qu'elle soit la plus longue possible, qu'elle puisse nous servir le plus longtemps. Et donc, celle qui a posé cette question, cette problématique initiale, avait raison de la poser puisque le futur dépend de ça. Mais c'est un philosophe et comme tout philosophe, il part d'un postulat de base et il remet tout en question. Et en lisant Nietzsche, on a des questions, des problématiques.
Mais finalement, faut-il se souvenir de tout si on a oublié 90%? Est-ce que les 10% n'étaient pas les 10% qu'il fallait retenir? Et donc, faut-il se souvenir de tout? Un excès de mémoire est peut-être défavorable à la vie. C'est une citation aussi de Nietzsche. Toutes les phrases ici sont des citations de Nietzsche du même document. L'épanouissement de la vie humaine se situe entre l'oubli et la mémoire. Donc finalement, c'est une question d'équilibre. Et l'oubli total est impossible. Donc si vous avez l'impression que vous avez tout oublié, ce n'est pas vrai. Et comme tout bon philosophe, il va nous sortir dans le livre suivant, toute action exige l'oubli. Et là, c'est une figure de sa publication suivante. Et donc, vous voyez que on doit peser le pour et le contre, tout remettre en question, etc. Ne vous en faites pas, je ne vais pas continuer sur cette voie philosophique. Je vais revenir à des choses plus pratiques. C'était juste une introduction qui montre que finalement, on a raison de se poser ce type de questions. Plus terre à terre, regardez, je vous laisse regarder quelques secondes ici cette photo, ce schéma, cette figure plutôt, et regardez très bien. Vous vous doutez de ce qui va venir par la suite. Au bout de 30 secondes, je vais passer et on va se servir de ça comme prétexte de discussion. Je vais donc passer. J'aurais pu vous laisser plus de temps, mais ce n'est pas ça l'objectif. Et donc, à partir de cette figure, on peut se poser plusieurs questions. Combien il y a de personnages, combien il y a de femmes, combien il y a de plantes, etc. Et comme c'est difficile d'avoir de l'interactivité, j'ai vu que vous étiez 61 inscrits, donc je ne vais pas demander combien vous avez de bonnes réponses, mais chacun doit se poser la question, est-ce que je me suis posé les bonnes questions? Puisqu'en voyant la figure, c'est ce que vous avez aussi quand vous voyez un cours devant vous, vous vous posez toujours la question, et quelles sont les questions possibles qu'on puisse me poser à partir de ce document de base? Et si vous avez plus de clairvoyance et que vous voyez plus loin, vous allez vous dire, au-delà de l'examen, quelles sont les informations qui vont me servir dans ma carrière et dans ma vie future et dans donc, mon fonctionnement, mon rendement, au service que je peux rendre à ma nation, etc., à partir de ce que je suis en train d'apprendre. Et donc là, certaines de ces questions, vous les aurez devinées, et donc vous aurez plus de chances d'y répondre. D'autres, vous vous rendrez compte que vous connaissez la réponse sans même avoir pensé à la question, parce qu'il y a l'apprentissage volontaire, mais il y a aussi tous vos sens qui ont fonctionné sans que vous vous rendiez compte, et vous allez connaître des réponses à des questions que vous ne vous êtes même pas posées. Et pour d'autres, vous avez vu la bonne réponse et vous avez oublié au bout de quelques secondes, parce qu'il y a 11 questions. Et est-ce qu'au bout de 30 secondes, on est capable de retenir les réponses à 11 questions? Je ne le pense pas. Et les capacités de chacun peuvent différer de façon très importante. Donc, il y a une différence interpersonnelle. Chacun peut être différent de l'autre, mais il y a aussi des différences intrapersonnelles. Les circonstances dans lesquelles j'ai appréhendé le même problème, la même question, peuvent jouer. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai bien dormi la veille? Est-ce que je pense à autre chose? Est-ce que je suis dans un état de stress important, etc. Et donc, finalement, la même personne peut retenir différemment selon les circonstances. Cela nous amène à aller d'une façon plus pédagogique. Et là, j'ai remis tout simplement des diapositives que j'utilise ailleurs. Ce sont des diapositives que j'utilise dans le cours de méthodologie d'apprentissage pour les étudiants de première année de médecine, puisque, comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des études médicales, il y a eu l'introduction d'un module outil dans le cadre des études médicales. Ce module s'appelle méthodologie d'apprentissage, et dans cette méthodologie, avant de parler méthode, il faut connaître les outils.
Et parmi les outils, dans ce qu'on appelle de façon plus générale la psychologie cognitive, qui comprend énormément d'aspects, je citerai par exemple l'attention, la mémoire, le raisonnement, etc. On étudie en général en première année ces différents outils et la mémoire en fait partie avant de les utiliser comme dans une vraie stratégie et de méthodologie d'apprentissage. Donc, les mécanismes de la mémoire, tout le monde sait que la mémoire est l'unité centrale de traitement de l'information. C'est comme ça qu'elle est décrite classiquement. Et finalement, elle s'intègre dans un système plus général. Quand on dit système, c'est toujours plusieurs composantes. Et donc, c'est dans le système cognitif de la personne. Excusez-moi, l'image est floue, mais le schéma est très simple. On part d'en haut d'un stimulus. Quelque chose arrive à nos organes d'essence. Les organes d'essence, je le rappelle, c'est l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Et en moins d'une seconde, on va percevoir ce stimulus et on va avoir une mémoire sensorielle immédiate. J'ai touché une théière, elle était chaude. Le petit enfant qui l'a touchée s'en souviendra parce qu'elle était chaude et il a eu cette perception immédiate avec une mémoire sensorielle immédiate. Il faut être conscient que nous passons tous dans notre traitement de l'information et dans notre processus de mémorisation par la mémoire sensorielle. Chaque élément que nous voulons apprendre de façon volontaire ou auquel nous sommes exposés de façon même involontaire, passe par cette étape immédiate de perception. Après, on a besoin d'attention qui va durer quelques secondes pour faire passer ce qui était dans la mémoire sensorielle en mémoire de travail. Et la mémoire de travail a un deuxième nom, elle s'appelle la mémoire à court terme. Vous voyez qu'elle va nous servir à être utilisée immédiatement ou très rapidement. Par exemple, je vais vous dire que mon numéro de téléphone est le 06, etc. Et vous allez le noter sur un papier au bout de quelques secondes. Donc, vous êtes capable de retenir. Ça sert en mémoire de travail. Ce n'est pas emmagasiné à long terme. Et donc, ça sert. Si on veut passer à la mémoire de stockage, à la mémoire à long terme, on a besoin de ce qu'on va appeler l'encodage et la consolidation. Ne vous en faites pas, je vais détailler tout ça juste après. Et donc, l'encodage et la consolidation vont nous permettre de passer à la mémoire à long terme. Et cette mémoire à long terme dure des jours, des mois, des années. J'aurais pu même mettre des points de suspension. Elle va durer très longtemps. Pour l'utiliser, il faut que ce qui était dans la mémoire de travail soit répété. Vous voyez qu'il y a une boucle, qu'il soit consolidé et qu'il soit encodé. On va voir ce que c'est encodé. On va stocker dans la mémoire à long terme. Mais dans la vie, dans la vraie vie, je dirais, on n'utilise pas ce qu'il y a dans le stock. Si vous avez quelque chose de stocké, ça ne veut pas dire que vous pouvez l'utiliser. Il faut la récupérer dans le stock pour pouvoir la sortir et l'utiliser. Et donc, il y a un processus qui s'appelle le processus de récupération. Ce schéma, je l'ai mis au départ. Ça sera ma diapositive de fin. Et on va voir ensemble, en quelques minutes, des détails qui vont nous permettre, une fois qu'on aura revu ce schéma à la fin, de se dire, voici où j'ai des choses à améliorer, voici ce que je peux faire pour que ma mémoire soit plus efficace ou plus efficiente. Donc, tout partait des récepteurs sensoriels. Ce sont les points de départ et les points d'arrivée. Donc, c'est en général l'environnement capté par le sens qui va nous permettre d'accéder, comme je l'ai dit au début, par la suite à la mémoire de travail. Ces récepteurs sensoriels, le goût, l'odorat, le toucher, donc la vue, éliminent ou retirent des informations. Et donc, c'est très, très rapide et ça prend un quart de seconde pour qu'un stimulus de l'environnement soit disponible, soit acheminé vers la mémoire de travail
ou qu'il soit perdu s'il est considéré comme non significatif pour la personne. En vous parlant, je ne sais pas si vous regardez, mais vous avez peut-être entendu ce son 2 fois. J'ai fait tomber mon stylo 2 fois et c'est arrivé à votre mémoire sensorielle. Et pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas signifiant. Et donc, votre mémoire sensorielle aura choisi de laisser passer cette information sans la garder. Pour la garder, il faut attribuer une signification à cette information. Et donc, cela dépend de la nature des stimuli. Est-ce que c'est un bruit très fort? Est-ce que c'est quelque chose qui attire l'attention, etc. Donc, la nature du stimulus est très importante, mais ça dépend aussi des connaissances antérieures. On ne donne pas le même sens à une information selon notre vécu. Le petit bébé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a déjà touché la théière chaude, la deuxième fois qu'il va la voir, il va utiliser un récepteur visuel. Il va l'associer à cette douleur qu'il a ressentie en étant exposé à la chaleur de la théière chaude. Et donc, il va la classer comme une information importante et il ne va pas oublier qu'il y a une théière chaude juste à côté parce qu'elle constitue un danger. Donc, finalement, les connaissances antérieures auront une importance capitale. Et cette information que je viens de vous dire, je suis sûr que vous la connaissez tous, mais il faut la garder en mémoire de travail maintenant parce qu'on va l'utiliser à plusieurs reprises dans les minutes qui suivent. Donc, savoir où regarder est aussi fondamental parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent, des milliers d'informations perçues par nos récepteurs sensoriels à tout moment. Et l'étudiant doit être capable de bien diriger ses récepteurs sensoriels pour donner un sens à ce qui se passe quand il est dans l'amphithéâtre ou pendant un TP ou dans un stage ou autre. Il doit bien diriger ses récepteurs sensoriels pour donner un sens et pour retenir ce qui est utile pour lui. Après cette mémoire sensorielle, il y a la mémoire de travail. On est ici à un niveau supérieur, c'est le niveau de la conscience. On ne peut pas être dans une mémoire de travail sans qu'on soit conscient de ce qu'on fait, alors que quand on était dans la mémoire sensorielle, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'avait accordé aucune attention, aucune conscience de ce qui se passe, mais pourtant, elles sont arrivées dans notre mémoire. Quand on était en train de conduire la voiture, quelqu'un a traversé, un autre a klaxonné, l'autre voiture à côté dans le feu rouge était verte et celle à gauche était blanche. Et tout ça, énormément d'informations pour lesquelles on n'a pas forcément attribué une fonction cognitive de conscience. Ici, dans la mémoire de travail, la conscience est primordiale. Donc, cette mémoire de travail reçoit 2 types d'informations. Celles qui viennent de l'environnement, elles sont filtrées par les récepteurs sensoriels, comme on l'a dit. Donc, finalement, elles viennent de l'environnement et les récepteurs sensoriels ont décidé de lui attribuer une signification et de la faire passer à l'étape suivante qui est la mémoire de travail. Et il y a, dans l'autre sens, des informations provenant de la mémoire à long terme et qui sont sorties du stockage pour venir ici en mémoire de travail. Donc, 2 sources d'informations, 2 types d'informations pour cette mémoire de travail, l'une en amont, l'autre en aval, et c'est le goulot d'étranglement, c'est là où se passe le traitement de l'information, c'est au niveau de cette mémoire de travail. Le jour où vous êtes devant une copie d'examen, vous avez besoin de votre mémoire de travail pour sortir l'information. Le jour où vous êtes devant votre patient ou devant votre, j'ai vu qu'il y avait certains qui travaillent dans le biomédical, devant votre appareil à faire fonctionner pour sauver des vies par la suite, il faut que votre mémoire de travail soit capable de sortir du stock, du stockage d'informations, l'information utile et pertinente qui va
servir à l'instant T pour donner un bon résultat. Il faut savoir que cette mémoire de travail prend quelques secondes à 2 minutes pour stocker des infos, pour avoir comme durée de disponibilité de l'information. Une fois qu'on l'a, elle est dans cette phase de mémoire de travail pendant quelques secondes à 2 minutes. Et cette mémoire de travail a une faible capacité. Elle ne peut retenir en moyenne que 7 items, 7 éléments. La notion d'item ou d'élément est très importante parce que c'est là où on va pouvoir intervenir pour constituer ces items ou ces éléments. Je reviendrai tout de suite avec un exemple concret qui vous permettra de comprendre cette notion. Et donc, comme on est dans la population générale, on n'a pas les mêmes capacités. Et donc, c'est 7 plus ou moins 2. Donc, certains arriveront à retenir 9 items, d'autres 6, d'autres 5, et ainsi de suite. Et l'item peut être un chiffre, un mot, un concept, et ainsi de suite. Rassembler des items signifiants permet de s'en rappeler. Et là, l'exemple est très important. Exemple. Vous avez ici 21 chiffres devant vous. Et vous savez maintenant que vous pouvez retenir dans la mémoire de travail 7 plus ou moins 2 items signifiants. Donc, si je vous dis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, c'est impossible de la retenir, sauf si inconsciemment, vous avez déjà commencé un processus de classement ou de rassemblement de ces chiffres pour leur donner une autre signification. Et cette autre signification, c'est au lieu de 1 0, c'est 10, au lieu de 1 0 0, c'est 100, et ainsi de suite. Et vous transformez ces 21 chiffres en 10, 100, 1000, 1000, 10 000, 100. On est devant 6 items. Et 6 items, on sait que notre capacité de mémoire de travail est largement capable d'assurer un apprentissage en quelques secondes à 2 minutes de choses simples comme 6 items composés du même type d'information, de la même famille d'informations, des chiffres, avec en plus une certaine logique puisque je passe de 10 à 100 à 1000 en ajoutant simplement un zéro à chaque fois. Et donc, vous voyez que je commence à essayer de donner du sens, de l'information, etc. pour constituer 7 ou items au moins qui soient cohérents et qui soient accessibles en quelques secondes à 2 minutes à l'apprentissage et à la mise en mémoire de travail. Tariq, si tu permets, pour Oui. l'exemple justement que tu viens de donner, c'est l'exemple parfait pour le numéro de la carte bancaire. Maintenant, Oui. tous nos élèves, ils ont des cartes bancaires parce qu'ils doivent avoir un compte bancaire pour les virements. Donc, c'est vrai que pour retenir le numéro de carte bancaire, il n'y a pas mieux que justement de séparer les numéros comme ça, de façon à ce qu'on les retienne plus tard. Oui, merci de ton intervention. Je ne savais pas sur le plan technique si le modérateur avait donné la main à tout le monde pour intervenir, mais si c'est le cas, tout le monde peut intervenir. C'est le cas, c'est-à-dire que voilà, donc si vous voulez que il suffit que les étudiants veuillent bien intervenir. Donc, ça me fera plaisir. Je suis demandeur, donc n'hésitez pas à intervenir s'il vous plaît. Il suffit de lever la main. Je ne vous vois pas, donc c'est difficile pour moi d'imaginer. Ah bon, parce que vous avez l'écran. Oui, mais vous ne voyez pas les participants. J'ai mis en plein écran mon diaporama pour que je puisse l'utiliser. Très bien. Donc, Anna, s'il y a quelqu'un qui va intervenir en cours de Hadana, je D'accord, merci beaucoup. Et donc, finalement, on était en mémoire de travail. L'humain arrive à contrecarrer les limites de cette mémoire de travail puisqu'il est conscient de ses capacités. Vous allez trouver des étudiants qui vont vous dire moi, j'ai cette capacité, j'ai une mémoire plus ou moins visuelle. L'autre, il va vous dire j'ai une mémoire plus ou moins auditive. L'autre, il va vous dire j'ai besoin de schématiser, etc. On connaît nos capacités, on sait se classer et on va utiliser cette connaissance de notre personne
pour que nos items qu'on va constituer chacun de manière différente soient des items qui nous servent qui rentrent dans ce cadre de cet item informatif qui se passe dans la mémoire de travail. Lorsqu'il y a trop d'informations en même temps en mémoire de travail, les premières informations sont éliminées pour donner place aux suivantes. J'ai lu ce que j'ai écrit ici et je vous invite à faire attention au fait que cette phrase ne s'applique qu'à la mémoire de travail. Beaucoup d'étudiants, puisque quand on fait du tutorat à la faculté, on reçoit des étudiants qui sont en difficulté ou qui ont besoin de conseils, etc. Et parfois, quand on revoit avec eux les stratégies d'apprentissage, ils nous disent « je ne fais plus rien pendant la période de préparation, comme ça je me concentre, comme ça ma mémoire n'est pas occupée par autre chose, etc. » Cette notion-là, d'informations en même temps qui viennent en concurrence, etc., ne concerne que la mémoire de travail. Cette notion ne concerne pas la mémoire de stockage. Donc, finalement, si on devait en tirer une conclusion, c'est pendant l'apprentissage, quand on est en phase de mémoire de travail, qu'il ne faut pas avoir de la concurrence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir quelqu'un qui parle trop à côté, des bruits en concurrence, quelque chose qui nous énerve, etc. Et c'est pour ça que moi, personnellement, chacun va avoir son expérience personnelle, mais moi, personnellement, je n'arrive pas à apprendre dans un café, contrairement à ce que font beaucoup d'étudiants, qui sont capables, eux, de faire abstraction de ce qui se passe autour d'eux et de se concentrer sur ce qu'ils peuvent apprendre. Ça, c'est une capacité que tout le monde n'a pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est capable de le faire que les autres sont capables. Et donc, il ne faut pas suivre ce que font les autres sans avoir évalué nos propres capacités. Je vous le répète, moi, je n'en suis pas capable et connaissant mes limites, je ne le fais pas. Si les informations sont organisées en mémoire à long terme, de manière à pouvoir les mobiliser rapidement, les informations nouvelles vont s'accrocher et se fixer en mémoire. Là, le mot-clé, c'est s'accrocher et se fixer. On arrive à une notion qui s'appelle l'ancrage. On va s'accrocher sur quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que si ce qui existe déjà est bien organisé, bien structuré, avec un rayonnage, avec une conscience de la façon avec laquelle il est organisé, parce qu'on a fait un effort pour l'organiser d'une telle manière, et qu'à chaque fois qu'on a un élément nouveau, on lui attribue une signification qui permet de le classer au bon endroit, là, on est en train d'avancer dans le bon sens parce que ça va nous permettre de le récupérer facilement par la suite dans notre mémoire de travail. Si les informations sont insuffisantes, peu organisées, le travail à effectuer pour leur donner un sens sera très important et ne sera pas efficace. Et donc, c'est l'exemple, par exemple, de l'apprentissage d'une démarche de soins. Si on veut être efficace en situation, on vous dit qu'il faut apprendre une démarche donnée. Il faut toujours vous dire qu'est-ce qu'on connaît déjà de cette démarche. Il faut essayer de restituer ce qu'on connaît déjà de cette démarche. Donc, bien le classer avant d'ajouter ce qui est nouveau. Et donc, l'organisation est quelque chose de très important. Parce que c'est grâce à cette mémoire de travail qu'on va réfléchir, agir, résoudre des problèmes. Mais on ne peut réfléchir, agir et résoudre des problèmes que si on a des connaissances suffisamment organisées dans la mémoire à long terme. Et c'est ce qui m'amène à parler de la mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme, on ne connaît pas sa capacité ni sa durée absolue de stockage d'informations. On ne la connaît pas parce que personne ne connaît sa limite. Personne ne connaît la limite de l'infini. Et donc, on va conserver dedans des informations telles que des noms, des gens, des emplacements des objets, des programmations de nos activités, etc. Énormément des choses. Et les points de suspension,
sans fin. Les connaissances acquises dans la vie personnelle et professionnelle sont aussi toutes intégrées en mémoire à long terme. Le terme connaissance, je l'utilise pour la première fois et c'est intégré dans la mémoire à long terme. C'est un réservoir illimité. Et donc, ne jamais craindre d'avoir trop à apprendre. Il faut apprendre à apprendre, comme disait le professeur Leharouchi, mais ne jamais craindre d'avoir trop à apprendre. Il ne faut jamais se dire, ça c'est trop, je ne peux pas, tout simplement parce que ma mémoire a une capacité limitée. Non, la mémoire à long terme n'a pas de limite de capacité. Dans cette mémoire à long terme, il y a deux catégories. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut savoir classer, organiser, mettre des rayons, etc. Et donc, pour pouvoir bien classer, il faut être conscient du type d'informations qu'on a, du type de mémoire qu'on a, pour pouvoir bien classer. Et donc, on a deux types. On a une mémoire déclarative et une mémoire non déclarative. La première, la déclarative, on va aussi l'appeler explicite. Et la non déclarative, on va l'appeler implicite. Ça vous donne déjà une idée sur ce que c'est. Donc, commençons par la mémoire déclarative ou explicite. C'est la mémoire des faits et des événements. C'est la mémoire sémantique ou épisodique. Donc, des faits et des événements. Par exemple, dans la mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits. Il y a des principes, il y a des procédures, il y a des textes de loi, il y a des règles de fonctionnement de la société, il y a, etc. Ce sont des connaissances qui vont être organisées en mémoire. La mémoire épisodique, c'est une mémoire des événements. Ces événements peuvent être personnels ou non. Et donc, dans la mémoire des événements personnels, on va mettre des souvenirs d'enfance, des souvenirs relatifs à des enseignants, des conversations avec des personnes qui nous ont marqués. Et donc, vous voyez qu'à chacun de ces éléments de la mémoire d'événements, de la mémoire épisodique, on va donner ce qu'on appelle une signature personnelle à chaque individu. Le même souvenir d'enfance, on était dans la même classe, on a vécu le même événement. Au bout de quelques années, on va parler du même événement, mais on a donné une signature différente, personnelle à ce même événement. On était dans la même fête, le même mariage, par exemple, il y a 5 ans. Moi, quand je vais en parler, la mariée était ma cousine. Vous étiez l'ami du marié. Vous n'avez pas vécu la même chose parce que votre signature personnelle est différente. Et donc, donner une signification personnelle à chacun des événements est très important. Donc, n'hésitez pas, devant tout événement, à l'associer à quelque chose qui vous importe. Et on est entre personnes qui travaillent ou qui se préparent à travailler dans le milieu médical. Quand je reçois un patient et que dans l'interrogatoire, je veux lui poser des questions pour situer un antécédent dont il me parle et qu'il n'arrive pas à dire depuis combien d'années il est diabétique, par exemple, je vais essayer de l'associer à des événements personnels de sa vie. Il est diabétique depuis 20 ans. Et au début, quand je lui ai parlé de sa vie familiale, il m'a dit « Je suis marié, j'ai 3 enfants, l'aîné a 25 ans, le cadet a 21 ans et le troisième a 16 ans, etc. » Quand je suis arrivé au diabète, et en lui disant « Mais depuis quand vous êtes diabétique ?» il ne se souvient pas, ça fait longtemps. Donc, je peux revenir à quelque chose de personnel à ce patient pour lui dire « Mais est-ce que vous êtes diabétique après la naissance du premier ou du deuxième, etc. » Donc, associer à un événement personnel est très important. Les personnes très âgées, on peut leur dire واش قبل الاستقلال ولا من بعد الاستقلال، من بعد الحسن الثاني ولا ملي كان مازال محمد الخامس، واش من بعد المسيره ولا قبل المسيره، واش etc. Et donc, on peut chercher un repère commun et l'aborder avec la personne de façon
personnalisée, parce que la mémoire à long terme fonctionne comme ça. La mémoire déclarative classe en mémoire sémantique et en mémoire épisodique, et le caractère personnel de l'information est très important. Et donc, si en tant qu'étudiant, vous avez assisté à un TP, que le professeur a parlé de tel élément, et pour cet élément-là, il a fait passer au tableau telle personne, etc. Vous pouvez vous souvenir que telle personne, quand elle est passée au tableau, elle s'est trompée, elle a dit telle chose, etc. Et donc, vous avez personnalisé cette information et vous allez la restituer par ce qui l'entoure, ce qui vous a permis de la personnaliser, et pas forcément par de l'apprentissage par cœur. S'il te plaît, Tarek, Oui. concernant, donc, juste avant, donc, tu nous as donné un exemple donc, qui nous a permis de bien comprendre la mémoire épisodique. Pour ce qui est de la mémoire sémantique, Oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Oui. Dans la mémoire sémantique, c'est moins personnalisé, c'est quelque chose dans la mémoire déclarative qui est commun à une communauté. Et donc, c'est par exemple, on est dans la même faculté de médecine, c'est le règlement intérieur de la faculté de médecine, ce sont les noms des amphis, on est allé dans la même faculté à Rabat, donc je peux vous dire, l'amphifarage, si je te parle de l'amphifarage, ça nous dit la même chose. Et donc, c'est quelque chose de commun, c'est une mémoire sémantique qui porte sur des règles, des lois, des dénominations, etc., qui sont communs et qu'on peut retrouver en communauté, mais qui n'ont pas la même signification si quelqu'un d'étranger était parmi nous et qui n'aurait pas la même mémoire sémantique. L'exemple le plus simple, c'est en parlant de, je ne sais pas, d'il y a, on est le 6 juin par exemple. Donc le 6 juin est commun dans notre compréhension à tous. Mais si je te dis que j'ai vécu quelque chose depuis la fin du Ramadan, quelqu'un qui n'a pas le même concept du Ramadan, pour lequel il n'est pas musulman, il ne vit pas dans un pays musulman, il n'a pas eu du tout à avoir cette classification en date, il n'aura pas la même mémoire sémantique que nous pour le même événement qui est une date. Donc la mémoire sémantique, c'est quelque chose qui nous regroupe, qui est commune à nous tous et non pas personnelle comme la mémoire épisodique. Merci. Donc la mémoire à long terme. On est toujours dans la mémoire déclarative ou explicite, et donc dans cette situation, l'enseignement s'adresse à des connaissances universelles partagées par l'ensemble des membres d'une société, c'est ce que je viens de dire. Et les connaissances à la mémoire épisodique sont puissantes car elles sont extraites de l'expérience personnelle. Donc, d'une part, des connaissances partagées et de l'autre part, une expérience personnelle. Donc, cette diapositive correspond à ce que je viens de dire. Et pardon, Tarek, est-ce que oui? Les étudiants ne veulent pas intervenir, donc j'interviens. Moi, je suis aussi étudiante. Très bien, merci. Alors, pour la meilleure façon, parce que tu as très bien dit que au niveau de la mémoire épisodique, c'est là où c'est une mémoire qui est puissante, etc. Les connaissances, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser pour mémoriser. C'est un très bon outil pour mémoriser. J'ai bien compris. Oui, oui. Donc, il faut toujours associer ces informations, les connaissances avec d'autres événements pour que ça reste ancré dans notre… Est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser cette mémoire épisodique? Ou est-ce que tu vas en parler plus tard? Si tu vas en parler plus tard, tu parles de la mémoire, de l'autre volet, la mémoire sémantique ou épisodique. Oui, je vais en parler plus tard. Ça, je vais arriver à la stratégie par la suite. Voilà, très bien. Donc, je te laisse un peu. Et donc, il y a d'autre part la mémoire à long terme, non déclarative ou implicite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est la mémoire des savoir-faire. Parce que quand on classe les savoirs, il y a des savoir-faire et des savoir-être. Et en tant que médecin ou ingénieur biomédical ou infirmier ou technicien de santé ou autre, ou pharmacien, etc., dans ce secteur-là, on a besoin de savoir, de connaissances,
c'est indiscutable. On ne peut pas exercer sans avoir de connaissances, mais on ne peut pas non plus exercer sans avoir des savoir-faire, des gestes, des habiletés. Savoir faire quelque chose est très important. Et par la suite, bien sûr, le savoir-être aura toute son importance pour utiliser ses savoirs et ses savoir-faire. Donc ici, on va se concentrer sur le savoir-faire. Et chacun de nous connaît un enseignant qui explique très bien et qui est moyen dans la façon de faire. Il n'est pas le meilleur médecin ou le meilleur praticien. Et l'inverse est vrai. On connaît tous des personnes qui nous ont marqués, qui sont extraordinaires, qui font des choses magnifiques, mais qui ont du mal à faire passer le message. Donc, ce n'est pas intuitif, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si on demande à l'étudiant de faire un effort pour utiliser ses capacités à bon escient et être le plus productif possible, il y a aussi un apprentissage à faire de la part de l'enseignant. Et c'est pour ça que la pédagogie médicale est très importante. Ça se développe partout. L'exemple ici chez nous à la faculté de médecine de Fès, c'est devenu obligatoire. Et pour devenir professeur agrégé, il faut passer son diplôme de pédagogie médicale parce que ce n'est pas inné. Je ferme la parenthèse. Et donc, pour faire fonctionner la mémoire procédurale, il faut verbaliser. Parce que ce qui est implicite peut parfois être difficile à transformer en explicite. Ceux qui conduisent peuvent se souvenir des premières séances d'apprentissage de la conduite, quelque chose qui leur paraît maintenant très intuitive. Je peux stationner en fermant les yeux. Quand je conduis, je me retrouve parfois à côté de la maison alors que je voulais faire autre chose parce que j'ai conduit sans même faire attention, je pensais à autre chose. Donc, je n'ai même pas besoin de me concentrer pour conduire. Alors qu'au début, je faisais la voiture calée tous les 200 mètres. Pour stationner, c'était très difficile. Pour démarrer en pente, c'était quasiment impossible, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu quelqu'un qui m'a appris à faire ça. Et pour m'apprendre à faire ça, il a transformé une connaissance simple pour lui qu'il fait tous les jours en quelque chose qu'on peut verbaliser, qu'on peut décomposer, pour laquelle on peut trouver des moyens pour expliquer. Et tout cela est très important. Donc, expliquer comment faire est un moyen très important pour que cette mémoire procédurale puisse fonctionner. Donc, si c'est quelque chose de procédural, l'apprentissage par cœur ne sert à rien du tout. Et chacun a sa façon de faire. L'une des façons, c'est de reformuler. Quand je lis un texte ou que j'ai assisté pendant le stage à quelqu'un qui est en train de faire un geste et qui me l'apprend, je dois me l'approprier et donc je dois verbaliser. Et donc quand je vais sortir, on se retrouve en petit groupe et je dis à mes amis, tu as vu qu'avant de faire cette biopsie, il a porté une casaque, mais avant de la porter, il s'est lavé les mains de façon chirurgicale. Et pour faire cela, ça a duré tant de secondes. Il a utilisé tel savon, etc. Tu te souviens qu'il a classé d'abord le matériel qu'il devait utiliser, qu'il a appelé l'aide parce que c'est un geste qui ne se fait pas par une seule personne, qu'avant de le faire, il a réexpliqué au patient, qu'il a demandé à l'étudiant qui était à côté de lui montrer les dernières analyses pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème de contre-indication à faire le geste, et notamment si le patient n'avait pas de risque de saigner, qu'il lui a repris la tension artérielle, qu'il l'a bien installé, mais quand il a voulu l'installer, il l'a mis en position sur le ventre, qu'il a vérifié qu'il respirait bien, qu'il n'était pas très inquiet, etc., qu'il lui a parlé de l'anesthésie locale, qui lui a montré ce qu'il va utiliser, qui lui a dit que ça allait durer 5 minutes, etc. Et je peux continuer ainsi. J'étais en train de penser dans ma tête à quelque chose que je fais tous les jours, c'est une biopsie rénale dans le service,
mais j'étais en train de verbaliser et de me voir en train de le faire pour pouvoir le verbaliser et vous le dire puisque ce n'était pas écrit devant moi. Donc, verbaliser est quelque chose de très important pour apprendre les gestes. Il ne suffit pas de dire « j'ai assisté 10 fois, donc je vais le faire ». Si vous n'êtes pas passé par l'étape décomposition, verbalisation, explication, catégorisation, etc., vous ne pouvez pas apprendre un savoir-faire. Et après, pour apprendre un savoir-faire, il faut faire justement. Et donc, je vais faire sur un mannequin, je vais faire sur, par exemple, les sutures sur une cuisse de poulet, je vais faire avec un accompagnement de quelqu'un qui sait déjà faire, et ainsi de suite. Donc, pour faire, apprendre à faire, le terme apprendre est important, mettre en mémoire ce que j'ai appris, il faut tout cela verbaliser, décomposer, reconstituer, expliquer, mettre une procédure, etc. Et c'est pour cela que dans les services hospitaliers, par exemple, on trouve voici la procédure à suivre pour faire une biopsie rénale. Elle est écrite parce que en verbalisant, en écrivant, en décomposant en étapes, on a facilité l'apprentissage et on va faire tous de la même manière. Et donc, en pédagogie, il existe des techniques d'explication des gestes qui sont appelées l'explicitation. C'est une technique pédagogique très importante qui existe dans toutes les pédagogies et que les enseignants maintenant apprennent de façon pédagogique à maîtriser. Pour qu'ils soient de bons enseignants, il faut qu'ils soient capables de faire l'explicitation dans beaucoup de métiers et particulièrement dans notre métier, dans nos métiers relatifs à la santé. Il y a pour cela des processus essentiels. Parmi les processus qu'on va utiliser dans notre mémoire à long terme, il y a ce qu'on appelle l'encodage. L'encodage, c'est quoi? C'est un mécanisme par lequel une information est transformée en représentation qui peut prendre place dans la mémoire. On transforme quelque chose qui est à première vue abstraite ou non encore maîtrisée en une représentation qui va prendre place dans notre mémoire. J'ai vu un animal et j'ai besoin de le classer dans ma mémoire. Donc, je vais dire de quel type de catégorie, est-ce que c'est un herbivore, est-ce que c'est un carnivore, est-ce que c'est un omnivore, est-ce que c'est un animal domestique ou pas, est-ce que c'est un animal qui vit en communauté ou individuel, est-ce qu'il vit dans tel pays ou dans tel pays ou dans tel climat ou dans tel climat, etc. Donc, on va donner des significations pour trouver l'endroit où on va le classer. Si on ne l'a pas fait de façon consciente et qu'on a appris de façon avec du par cœur le nom de cet animal et que ce nom est compliqué, on va le retenir en mémoire de travail, mais on ne le retrouvera pas en stockage et on ne pourra pas le restituer par la suite. Pourtant, on a fait un effort, mais cet effort n'était pas ciblé parce qu'on n'a pas fait une représentation de l'objet qu'on avait devant nous pour le transformer en quelque chose qu'on puisse apprendre et classer surtout facilement. Deuxième chose, c'est le stockage. Le stockage, c'est la façon dont on retient l'information qui a déjà été encodée en mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'elle est véhiculée de la mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire de travail, en mémoire à long terme, c'est-à-dire mémoire de stockage. Et donc, on aura besoin de quoi? On aura besoin de compréhension. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire, il n'y a pas d'apprentissage par cœur, il y a de l'apprentissage suite à une compréhension. Il y aura de la consolidation. Beaucoup d'entre vous utilisent, je suis sûr, le jargon qu'on a tous utilisé. J'ai fait une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Dans la première couche, je n'ai pas essayé de retenir, j'ai surtout essayé de comprendre. Dans la deuxième couche, j'ai essayé d'apprendre un petit peu, mais en soulignant les mots-clés, etc. Donc, la consolidation et la répétition sont très importants.
Et dans chaque consolidation, dans chaque répétition, je ne répète pas de la même manière parce que je passe à une étape suivante. La révision est très importante. L'organisation dans le temps est très importante. Je vais vous donner des exemples stratégiques. Et l'organisation par des moyens mnémoniques ou mnémotechniques. C'est quelque chose, les moyens mnémoniques ou mnémotechniques, on les utilise tous pour faciliter les choses. Parfois pour aller plus vite ou surtout pour retenir des choses qui, à premier abord, ne nous paraissent pas faciles à apprendre. Et là, moi, je cite toujours le même exemple, je le cite chaque année. C'est comme ça, c'est parce que c'est un moyen pour moi de rendre hommage à quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et qui, Allah yarhamou, a marqué des générations de médecins. C'est professeur Bensouda qui nous a appris l'anatomie et que beaucoup de médecins connaissent. Il nous a appris un jour les branches d'une artère qui est la carotide externe et il voyait qu'on avait du mal à mémoriser. Il a écrit dans le tableau l'initiale de chacune de ces branches de la carotide externe. Et donc, moi, néphrologue qui n'utilise pas du tout cette information de branche de la carotide externe depuis plus de 20 ans, je connais par cœur aujourd'hui les branches de la carotide externe parce qu'il nous l'a appris avec un moyen mnémotechnique. Il nous disait, voici, la première commence avec un T, la temporale, etc. La deuxième commence avec un L, la troisième commence avec un F, la faciale, et ainsi de suite. Et je vous dis, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas révisé ça. Et je les connais par cœur parce qu'il nous a dit, on va trouver quelque chose. T, L, F, etc., P, etc. Et il a fini par nous dire, alors, participer, etc. Et on a trouvé une phrase. Donc, il a utilisé le moyen mnémotechnique, la participation active de chacun, l'ancrage à quelque chose qu'on connaissait avant. Je vais vous dire la solution qu'il a trouvée, ainsi de suite. Et finalement, on avait trouvé ensemble dans l'amphi que les initiales donnaient cette phrase qui n'a pas vraiment, qui est rigolote. C'est toutes les femmes à Paris ont 3 maris. Donc, toutes, c'est T, L, c'est les, c'est L, F, c'est femme, P, c'est Paris, et ainsi de suite. Et donc, je ne peux pas vous restituer les branches de la carotide externe sans me dire toutes les femmes à Paris ont 3 maris. Et donc, les moyens mnémotechniques sont très nombreux et chacun d'entre vous, je suis sûr, s'il a quelqu'un à côté, il est en train de lui raconter une anecdote de moyens mnémotechniques pour retenir quelque chose et de personnaliser les choses qu'on est en train d'apprendre. D'ailleurs, je sais pas si je peux, j'ai découvert sur Instagram, probablement peut-être les enseignants, les étudiants savent ça, mais en tout cas, il y a des pages sur Instagram qui se spécialisaient, disons, sur les moyens mnémotechniques médicaux. Donc, à chaque fois, donc, tu trouves une image avec, par exemple, comme tu as dit, par exemple, les branches de l'artère et ils te mettent une phrase pour que tu puisses t'en souvenir. C'est comme tu as dit, l'idéal, c'est de construire sa propre phrase pour s'en souvenir, mais si on n'arrive pas, on n'a pas une bonne imagination, donc on peut justement se fier à ces moyens maintenant qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je peux vous partager avec vous quelques-unes qui m'ont beaucoup, que j'ai beaucoup aimé parce que je me disais, ça m'aurait… Oui, très intéressant. Ça aurait été utile pour moi quand j'étais étudiante. Et on peut s'approprier certains et d'autres n'auront pas de signification pour nous. On va trier, on va garder celles qui ont les plus parlantes pour nous. C'est très important. Et comme ça, on se sera approprié. Parce que la personnalisation et l'appropriation est un élément important dans l'apprentissage. Et donc, comme tu l'as dit, on peut pas, ça va nous faciliter la tâche, on va brûler des étapes. Mais c'est très important de s'approprier certains de ces moyens mnémotechniques. Donc, parmi les autres moyens, je vais terminer avec le jargon d'explication, il y a la récupération. La récupération, c'est aussi le rappel, c'est le mécanisme contrôlé ou automatique en fonction de la situation, en fonction du fait que la situation est routinière ou nouvelle.
Et donc, chacun peut trouver des exemples. Et une situation qui était nouvelle à un certain moment deviendra automatique à un autre moment. Et donc, notre façon de récupérer l'information du stockage ne sera pas la même. Quelque chose qui nécessite un effort à un certain moment, au fur et à mesure qu'on améliore notre apprentissage et notre ancrage, etc., deviendra par la suite plus automatique. Il y a un effet très positif de l'espacement du temps. C'est très important et ça va nous servir dans les stratégies par la suite. Je vais consacrer à l'apprentissage d'un chapitre donné 3 jours. D'un sous-module donné, je vais consacrer 3 jours. 3 jours, je vais pouvoir les organiser de manière différente. Soit c'est du lundi au mercredi, du matin jusqu'au soir, et je vais boucler ça en 3 jours. Soit je vais me dire, toutes les matinées, j'apprends l'anatomie, et les après-midi, je vais apprendre la physiologie. C'est le même résultat. J'ai consacré 3 jours à l'anatomie, 3 jours à la physiologie. Donc, j'ai appris pendant 6 jours. Mais quand j'ai fait les matinées, l'anatomie, les après-midi, la physiologie, j'aurais été plus efficace. Parce que apprendre en vrac nous réduit les capacités d'organisation, etc. et réduit l'effet positif de l'espacement du temps. C'est pour ça qu'on fait des couches, entre guillemets, quand on est en train d'apprendre. Et je ne fais la deuxième couche que quelques jours après la première. Je ne vais pas terminer une première couche et je vais dire, je vais la prendre la deuxième et la troisième et la quatrième fois, comme ça j'ai terminé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a un effet positif de l'espacement du temps. Il y a aussi un rôle du sommeil dans la mémorisation. Ça se passe dans l'hippocampe. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage distribué. Et dans l'apprentissage distribué, l'arrêt de l'apprentissage pour donner un temps à l'organisation de ce qu'on a appris est très important. Et cette organisation se fait de façon consciente quand on est éveillé et mieux de façon inconsciente pendant le sommeil. Donc, au moment de l'apprentissage, garder suffisamment de sommeil pour l'organisation de ce qu'on a appris est très, 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 très important. Donc, les nuits blanches, etc., donnent de la fatigue et réduisent la capacité d'apprentissage nouveau parce qu'on n'est pas dans les meilleures conditions. Mais, en plus, elles gênent l'organisation de ce qu'on a déjà essayé d'apprendre et qui allait être organisé pendant notre sommeil. Donc, attention, attention, le sommeil fait partie des étapes de l'apprentissage et de la mémorisation. Pour terminer ces notions et parler rapidement de stratégie, je vais vous parler de la stratégie, de la théorie d'interférence et de la théorie d'extinction. La théorie d'interférence, son nom indique ce que ce sont des informations qui sont concurrentes, qui nous amènent à oublier quelque chose, un élément de l'information qui va bloquer un autre élément. J'ai dit tout à l'heure, si tout le monde est en train de parler en même temps, moi, je suis incapable d'apprendre. Et donc, c'est l'interférence de toutes les informations que ma mémoire sensorielle est en train de capter qui va faire que je ne suis pas capable de me concentrer sur celle que je veux choisir. Certains ont la capacité de sélectionner de façon inconsciente. Moi, je ne suis capable de sélectionner que de façon consciente. Et donc, l'interférence est quelque chose qui me gêne. Il faut que chacun d'entre vous, aujourd'hui, connaisse ses capacités de gérer l'interférence pour que sa stratégie, qui est personnelle, personnalisée, tienne compte de sa capacité de gérer les interférences. La deuxième théorie, c'est la théorie de l'extinction. À cause du temps qui passe et qui nous amène à oublier, on peut avoir une extinction d'une information ou de l'importance de cette information sans l'oublier ou de la présence de cette information tout le temps devant nous. Et là, je peux citer un exemple qui est très important. On dit en arabe « ni'mat nisyan ». Ni'mat nisyan, pourquoi?
parce que imaginez qu'on ne soit pas capable d'oublier ou de mettre en arrière tout ce qu'on est en train d'apprendre. On va pas être capable de gérer. Et parmi les informations en mémoire, il y a des informations douloureuses. Quand on a perdu quelqu'un de très cher et qu'au bout de quelques mois ou quelques semaines, on est en train de rigoler avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas qu'on a oublié cette personne. Ce n'est pas qu'on ne la respecte pas. On ne doit pas culpabiliser parce que la théorie de l'extinction est quelque chose de naturel et heureusement, alhamdoulilah. Et cela met juste en veilleuse une information qui reste bien sûr en mémoire, ancrée dans notre mémoire à long terme et qu'on peut sortir à n'importe quel moment quand on a vu sa photo ou quand on a rencontré quelqu'un avec lequel il avait de bonnes relations ou quand on a cité quelque chose qu'il disait beaucoup, etc. Et donc, la théorie de l'extinction, c'est quelque chose de bénéfique à condition qu'elle soit bien dirigée. Donc, l'élément initial d'information disparaît peu à peu, à moins que de le garder intact, parce qu'on veut le garder intact. Et quand on veut le garder intact, il faut réviser. Et donc, je vous disais, voici le même schéma qu'initialement. Un stimulus perçu par des organes sensoriels différents qui vont avoir une perception. En moins d'une seconde, on passe à la mémoire sensorielle qui va faire le tri entre ce qui mérite de passer en mémoire de travail et ce qui peut être oublié immédiatement. Pour cela, on a besoin d'attention. Le prof qui était en train de parler et de dire des informations très importantes, notre mémoire sensorielle a perçu ce qu'il a dit, mais si on ne faisait pas attention, on ne passera pas en mémoire de travail. La mémoire de travail dure quelques secondes à 2 minutes. Elle est utilisée à court terme et grâce à l'encodage, à la consolidation, on peut garder les mémoires, ce qui est en mémoire de stockage à long terme pendant des jours, des mois, des années. Et on peut le récupérer et il faut savoir bien le récupérer pour le remettre en mémoire de travail quand on en a besoin au bon moment. Donc, c'était très important. Je vais vous parler en 10 minutes qui me restent. Je ne sais pas si j'ai 10 minutes encore. Et, oui, donc, oui, vas-y, oui, vas-y, pour ça. Et donc, on va utiliser ça en stratégie. Donc, il y a plusieurs études concordantes en pédagogie qui montrent que durant leurs études, un nombre d'étudiants sont ont des difficultés multiples à lire de façon active. Il y a des cours à sélectionner les idées importantes, à faire des liens avec ce qu'ils savent déjà. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'ancrage. À dépasser la mémorisation pure à utiliser ce qu'on vient de voir maintenant, à évaluer leur compréhension de nouvelles informations, à réviser autrement qu'en se relisant à chaque fois de la même manière, et à ajuster leur stratégie d'apprentissage au type d'examen à passer ou au type de compétences qu'on va avoir par la suite. Et donc, tout cela, il faut le décortiquer, le décomposer et savoir cibler ce qu'on veut faire. Et donc, dans tout cela, regardez, ça date de 1968. La date de 1968 est une date marquante dans la stratégie d'apprentissage en médecine et en pédagogie médicale, puisque à cette date, les Américains ont fermé la moitié de leur faculté de médecine parce qu'ils ont fermé toutes les facultés qui n'utilisaient pas des stratégies qui permettaient de former de bons médecins selon des normes bien définies, etc. Et ils ont instauré l'apprentissage basé sur la connaissance de la psychologie cognitive. Donc, 1966, vous voyez 2 phrases, et je ne vais pas insister. D'abord, qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est une information dont on a gardé une trace en mémoire à l'issue d'un encodage. Elle est intériorisée par l'individu, quelle qu'en soit son nature. Donc, c'est une connaissance. Et le verbe comprendre, c'est donner du sens à une information nouvelle en la reliant à une connaissance antérieure. Et j'ai mis en majuscule connaissance antérieure. Donc, toujours ancré
à une connaissance antérieure. Et regardez la différence entre comprendre et apprendre. C'est pour ça que j'ai fait un copier-coller de la traduction de cet article très ancien. La différence entre comprendre et apprendre, c'est quasiment la même chose. C'est donner du sens à une information nouvelle en la reliant durablement à une connaissance antérieure. Donc, entre comprendre et apprendre, seule la durabilité change. Et donner du sens est important dans les deux situations. Donc, quelqu'un qui vous dit dans telle discipline, c'est que de l'apprentissage, on ne comprend rien, a totalement tort, puisque c'est la même définition, mot à mot. La seule chose qui les différencie comprendre et apprendre, c'est la durabilité. Et donc, il faut transformer un apprentissage par cœur en apprentissage signifiant et un apprentissage superficiel en apprentissage en profondeur. Donc, voici les stratégies. Les stratégies sont classées en 4 catégories. Des stratégies dites cognitives, c'est ce que je vous ai déjà dit, la sélection, sélectionner ce qu'il faut apprendre dans un tas, la répétition, l'élaboration, l'organisation. Des stratégies qui vont au-delà de la cognition, ce sont des stratégies métacognitives, c'est la planification, l'évaluation et surtout le réajustement. Quand on a échoué une année, ce n'est pas la fin du monde si ça nous sert au réajustement. Si on a une deuxième session, c'est pas grave si ça nous sert au réajustement. Mais encore mieux, si on faisait de l'évaluation à mi-parcours des examens blancs ou entre nous, et pour voir si on est capable de faire des choses, etc., on pourrait faire le réajustement avant de vivre l'échec. Et ça serait très important. Et donc, le réajustement est très important. Il y a aussi des stratégies affectives. Je vais passer. Je vous ai parlé des stratégies cognitives, stratégie cognitive, sélection, élaboration, répétition, organisation. Je pense que je n'ai pas le temps, donc je passe. Les stratégies métacognitives, je vous ai dit que c'est planification, évaluation, réajustement. Je voulais m'arrêter sur stratégie affective. Stratégies affectives, elles comprennent des moyens de maintenir la motivation, maintenir la concentration et contrôler l'anxiété. Et donc, maintenir sa motivation, il faut toujours penser aux compétences professionnelles visées par l'apprentissage, fixer des objectifs réalistes et se récompenser pour le travail accompli. Et donc, transformer ça en quelque chose de pratique, c'est se dire, je suis en train d'apprendre pour devenir pharmacien, ou je suis en train d'apprendre pour devenir technicien biomédical, ou je suis en train d'apprendre, et ainsi de suite. Et donc, tout l'effort que je suis en train de faire aura un aboutissement. C'est un moyen de maintenir la motivation. Fixer des objectifs réalistes est très important si on veut apprendre des choses qui dépassent nos capacités. On ne va pas motiver et on ne va pas réussir du tout. Donc, plutôt, placer des choses dans les limites du réalisable et du réaliste. Et se récompenser pour le travail accompli. Et dans cette récompense, chacun va trouver une vraie récompense. Si j'ai terminé l'apprentissage de mon anatomie, je vais m'accorder cet après-midi du temps pour aller jouer un match de foot avec les amis. Je vais faire telle chose. Et donc, cette récompense ne doit pas être vécue comme quelque chose pour laquelle on doit culpabiliser. Je suis en train de perdre du temps alors que tout le monde est en train d'apprendre et moi, je suis en train de jouer un match de foot. J'ai tout perdu. J'ai perdu du temps et ça n'a pas servi à me motiver, ça m'a culpabilisé et le résultat est catastrophique. Alors que si c'était vécu comme ce match de foot était vécu comme ma récompense à l'effort que j'ai fourni et qui a abouti, c'est extraordinaire. Les 3 jours d'après, quand je vais apprendre ma physiologie et que je vais faire un effort important, je vais penser à la sensation agréable, au temps que j'ai passé avec mes amis, que je vais passer la prochaine fois, encore une fois, avec mes amis à jouer un autre match ou à faire autre chose d'agréable, parce que c'est une récompense que je m'attribue. Et ça, il faut savoir le gérer. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le piège de se donner trop de récompenses qui ne servent à rien et à perdre trop de temps. Et c'est à nous de gérer, chacun de façon adulte et responsable, cette récompense.
il faut maintenir sa concentration, et chacun a sa façon de faire, et il faut contrôler son anxiété. Parmi les choses, on est en train de vivre le corona, et il y a certaines personnes qui le vivent mal parce qu'il y a trop d'anxiété, et vous allez entendre les psychologues ou les psychiatres vous dire, parmi les moyens de lutter contre l'anxiété, c'est éviter de trop écouter les informations et de comptabiliser les morts tous les jours. Et donc, si vous, pendant l'apprentissage, vous avez de l'anxiété parce que vous avez la perspective de l'examen et que vous avez autour de vous des personnes toxiques qui vous parlent, qui pleurent tout le temps et qui vous disent on ne va pas réussir et c'est trop compliqué, etc., éloignez-vous de la toxicité de ces personnes, par exemple. Et ainsi de suite. Et donc, il y a beaucoup de stratégies. Ça, on le fait en cours à la fac pendant 2 heures avec des exemples. Malheureusement, la façon de faire aujourd'hui ne s'apprête pas beaucoup à l'interactivité. Mais je tourne avec le micro dans l'amphi et chacun doit donner des exemples de moyens qu'il doit partager avec les autres et chacun apprend de l'autre quand on est en train de gérer ces stratégies-là. La dernière catégorie de stratégie de gestion, c'est gérer son temps, respecter l'hygiène de vie. Et dans gérer son temps, il faut toujours décider quoi lire le lendemain et quoi préparer le lendemain, et même mieux, quoi établir un programme sur la durée. Parce que si on se attend le lendemain et qu'on se réveille le matin pour décider ce qu'on va faire, on peut passer 2 heures à essayer de trouver ce qu'on va faire et à chaque fois, on va prendre quelque chose puis la remettre. Non, ce n'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Et on est en train de perdre du temps. Il faut toujours gérer son temps avec un calendrier, gérer les ressources matérielles, c'est choisir ses lectures, décider, etc. Gérer le soutien des personnes, s'aider entre confrères et consoeurs et questionner ceux qui sont les plus expérimentés. Et dans s'aider entre confrères et consoeurs, entre collègues, entre amis, etc., l'idéal, c'est d'être complémentaire. Vous allez trouver dans un groupe, le groupe idéal, c'est un groupe dans lequel il y a quelqu'un qui aime expliquer aux autres. Et donc, il va reformuler, redire, etc. Il y a un autre qui aime écouter ceux qui sont en train de lui raconter. Il y a quelqu'un de rigolo dans l'équipe qui va donner, qui va à chaque fois rigoler de ce qu'on vient d'apprendre et il va dire, tu as vu comment le prof a fait, etc. Il va même critiquer un peu le prof, etc. Et ça va nous permettre d'avoir une personnalisation. On va se souvenir de la façon avec laquelle il a rigolé. On va se partager et faire de l'auto-évaluation ensemble. Et donc, gérer le soutien est très important. Et dans le soutien des personnes, il y a aussi notre entourage. Il y a sa famille, il y a son meilleur ami, etc. Et donc, tout cela doit être géré avec stratégie. Donc, je suis à la fin de tout ça et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Srli, pour cette présentation. En fait, c'est toutes ces explications qui nous ont beaucoup appris sur la mémoire, comment ça fonctionne, comment on peut améliorer. Oui, effectivement, 1 heure, c'est trop court pour parler de ce sujet. Mais peut-être que les questions des étudiants vont permettre justement de citer plus d'exemples que vous pouviez, de clarification. Déjà, il y a Hanan qui avait écrit tout à l'heure un message en disant qu'en ce qui concerne les moyens mnémoniques, c'est très efficace, mais pourtant, ce n'est pas possible de trouver ces moyens pour toutes les informations qu'on est censé apprendre. Oui. Je te laisse en parler. C'est vrai, et on n'a pas tous la même imagination. Il y a des tests qui sont très faciles pour classer, qui sont disponibles sur Internet, etc., qui sont faciles pour classer notre personnalité. Et donc, il y a des personnes visuelles, il y a des personnes pour lesquelles la capacité essentielle, c'est de savoir écouter, etc. Et donc, dans le choix de ces moyens mnémoniques, il faut qu'on sache sur quoi on peut se classer. Si je ne suis pas capable de trouver un mot qui me récapitule tout, si je suis plus visuel, je vais mettre des schémas et je vais souligner, etc. parce que je sais que je suis visuel, et ainsi de suite. Il y a ce que tu as cité tout à l'heure, des moyens mnémoniques techniques qui sont déjà disponibles, mais que je dois m'approprier. Et il y a la notion avec laquelle j'ai terminé,
c'est l'équipe. Il faut qu'on travaille tous toujours en équipe. Et le travail d'équipe est une qualité de savoir-être qui est très importante. Et si vous êtes médecin, pharmacien, ingénieur, technicien, etc., vous aurez toujours besoin de travailler en équipe. Autant travailler en équipe dès qu'on est étudiant. Et donc, peut-être que quelqu'un d'autre aura trouvé le bon moyen. Et là, moi, vous me direz, quand je le dis aux étudiants parfois dans les séances de tutorat, ils me disent, mais ils ne veulent pas partager. On a peu de partage, on est en concurrence, etc. Et je les réponds toujours, mais est-ce que vous partagez? Donc, si vous trouvez des choses et que vous partagez avec les autres et que vous êtes dans une ambiance positive et que votre petit groupe de 4 ou 5 personnes se partage tout, ça commence par vous-même. Vous serez tous les 5 énormément gagnants. Et donc, essayez de trouver des petits groupes dans lesquels vous pouvez vous intégrer. Et certainement, si vous n'êtes pas capable de trouver des moyens mnémoniques, les 4 autres auront peut-être plus de facilité à en trouver. Merci. Alors, il y a une question de Hna qui dit est-ce que la variation des supports, cours, vidéos, livres, aura un bénéfice ou c'est un travail surajouté pour notre mémoire? Et merci, professeur. Oui, c'est un travail bénéfique s'il est fait au bon moment. Il ne faut pas tomber dans le piège. On est à une semaine de l'examen et on est encore en train de voir beaucoup de choses différentes. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Et à l'étape de sélection, il y a une étape de sélection à prendre tôt. Donc, dans le cadre de cette stratégie d'apprentissage, on va sélectionner les supports. Et dans la sélection du support, il faut les multiplier justement pour choisir soi-même ce qu'on va utiliser comme support, parce que si on l'a choisi soi-même, ça sera plus bénéfique. Donc, utile à condition de le faire tôt. Alors, une question, combien d'heures faut-il réviser chaque jour? Là aussi, c'est différent d'une personne à une autre. Il y a un minimum et un maximum, parce qu'au-delà d'un certain seuil, ça ne sert plus à rien. Et les nuits blanches répétées ne servent absolument à rien, elles sont au contraire délétères. Et à l'inverse, se dire c'est parce que je ne veux pas m'essouffler, je ne veux pas trop me fatiguer, me surmener, je vais faire une stratégie et si on met 1 heure par jour alors qu'on a besoin de 6 ou 7 heures ou plus pour apprendre, ça ne marchera pas. La deuxième chose, donc je ne vous ai rien dit, je n'ai pas répondu à la question. Et la deuxième chose, c'est il faut aller crescendo. Il ne faut pas commencer trop tôt pour ne pas se fatiguer. Il ne faut pas commencer trop tard. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de faire une première couche dans laquelle on fait le tri et la sélection, etc. Une deuxième dans laquelle il faut qu'on apprenne tout. La troisième dans laquelle on s'approprie. Et donc, on va souligner les mots importants, on va reformuler certains, on va transformer une page qui est indigeste en un schéma que je peux mieux comprendre, etc. Et en faisant comme ça, on peut aller crescendo. Et il y a pour faire tout ça des techniques qu'on ne peut pas expliquer en 1 heure. Et parmi ces techniques, on a un cours dans la méthodologie d'apprentissage qui s'appelle... Et donc, dans la lecture active, j'ai beaucoup de documents. Je vais faire de la lecture active. C'est sélectionner, questionner, faire attention, etc. Le même texte, comment lire en diagonale pour ne pas perdre trop de temps avec un texte qui ne va pas me servir. Donc, il y a pour ces premières couches des techniques pour améliorer les choses et ne pas justement se baser uniquement sur la quantité. Et donc, ce n'est pas celui qui a travaillé 12 heures par jour qui aura forcément une meilleure note que celui qui a travaillé 6 heures par jour. Il y a aussi de l'efficacité de ce qu'on fait. Et si tu devrais donner une moyenne d'heures par jour? Ça dépend de la discipline. Personnellement, quand je travaillais pendant les périodes, il y avait des périodes de stage et de cours. Donc, je travaillais pendant la semaine. Je n'essayais pas du tout d'apprendre. Je reformulais, parce que j'assistais à tous les cours. Donc, je reformulais le soir ce que je voyais. Je soulignais des choses. Parfois, pendant le cours, je n'arrivais pas à suivre le rythme
Et donc, j'ai changé avec les amis qui avaient terminé. Parfois, il m'arrivait même, alors que j'assistais au cours, d'aller acheter des cours photocopiés chez celui qui les vendait à côté de la fac pour justement remplir les vides, etc. Donc, cette étape-là, elle n'est pas très fatigante et je le faisais en écoutant de la musique et en ayant des pauses sport, etc. Donc, ça me posait pas de problème et le temps n'était pas important. Après, il restait les stages alors que les cours étaient terminés. Et donc, j'essayais surtout d'ancrer ce que j'étais en train d'apprendre et d'essayer de le vivre pendant le stage. Et donc là, quand les étudiants viennent, je me rappelle toujours de ce que je faisais. Donc, quand les étudiants viennent me voir me dire, on a besoin de quelques jours supplémentaires pour apprendre, est-ce que vous pouvez nous libérer quelques jours plus tôt? Je leur dis non, mais je peux m'engager à ce que tout ce qu'on verra en stage pendant cette semaine sera en rapport avec ce que vous êtes en train d'essayer d'apprendre. Et donc, ils me disent, on va tous apprendre cette semaine la physiologie. Et donc, en stage, on remet tout en ancrage par rapport à la physiologie. Et donc, essayer d'en profiter. Et par la suite, la dernière phase, la phase difficile, celle où on s'enferme pour apprendre et pour la ligne droite. Et là, je faisais en général chacun a sa façon de faire. Donc, je dis personnel. Je me réveillais le fajr, donc jusqu'au petit déjeuner avec deux ou trois personnes. Ça me faisait une pause. Je travaillais jusqu'à midi. Et midi 2, je ne touche à rien du tout. Et j'essaie de ne pas penser à ce que j'apprenais. Je laisse mon cerveau classer et faire ce qu'il veut. Et je travaillais de 14 heures à 18 heures. Je me donnais jusqu'à 20 heures et je travaillais jusqu'à 23 heures. Donc, chacun sa façon de faire. Je connais d'autres personnes qui travaillent plutôt la nuit. Moi, j'étais incapable de le faire. Alors que maintenant, que je travaille jusqu'à 3 heures du matin plutôt que me réveiller très tôt. Et donc, on peut changer et ça dépend de chaque personne. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience personnelle avec cela. Mais effectivement, c'est bien de savoir qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire, mais bon, mais il y a des petites choses à respecter, c'est-à-dire le temps de pause, parce que c'est un temps de pause aussi pour notre cerveau qui n'est pas en pause au fait, c'est notre cerveau qui est en train d'organiser, de faire des choses, mais bien entendu, il ne faut pas prendre plus de pauses que de période d'apprentissage. Alors, j'ai deux autres questions si tu permets, Tarek. Alors, est-ce que la prise des notes à l'amphi est plus bénéfique ou écouter l'enseignant et se concentrer? Question difficile parce que ça dépend de l'enseignant. Les enseignants ne sont pas tous pareils. Et j'ai cité l'anatomie tout à l'heure, le prof qui vient pour faire des schémas. Si je ne fais pas le schéma en même temps que lui, etc., j'aurais perdu des chances d'apprendre. Et donc, c'est important de prendre les notes et de schématiser, etc. Si un autre professeur lit mot à mot ce qu'il a dans ses diapositives, je ne vois pas l'intérêt de prendre des notes en même temps. Je chercherai à avoir son support et je soulignerai, je m'approprierai de ce qu'il est en train de faire. Et je noterai plutôt dans ma prise de notes les choses que je trouve intéressantes comme explication. Je ferai surtout la comparaison de ce qu'il est en train de lire et ce qu'il dit en plus et les explications qu'il peut me dire de plus. Moi, j'avais, pendant les études médicales, un petit triangle attention ou danger. Donc, la petite plaque qu'on voit danger dans la circulation. Et donc, j'avais des petits autocollants que je préparais à l'avance et je mettais ces autocollants aux bons endroits. Comme ça, quand je révisais par la suite, j'allais directement chercher mes petits autocollants et je faisais des résumés des choses que j'ai annotées comme ça avec des petits autocollants. Donc, chacun a sa façon de faire. Et donc, mais tout noter, c'est illusoire. Dire à quelqu'un, il faut que tu prennes tout. Ça peut être un conseil de professeur qui veut que ses étudiants soient les meilleurs et qui donne des conseils qu'il n'applique même pas lui-même.
Merci, Tagar. Alors, il y a Loubna qui voudrait prendre la parole. Loubna, tu peux enlever ton micro, c'est-à-dire activer ton micro. Je ne sais pas si tu vas y arriver. C'est bon, Loubna? Oui, d'accord. Alors, Oui. Loubna, vas-y. Alors, premièrement, je veux bien remercier Srli, Dr Yamama et la FME pour cette riche intervention. Parce que vraiment, vraiment j'ai beaucoup appris et des trucs que je vais utiliser, Inch'Allah, prochainement. Alors, puisque ce problème est ma souffrance quotidienne, vraiment, j'essaye de trouver des solutions à ces problèmes. C'est le cas, comme j'ai fait lorsque j'ai proposé à discuter cette problématique au sein du groupe WhatsApp. Et je veux bien remercier le Dr Srali pour choisir ce sujet. Alors, ce n'est pas une question, c'est une astuce que j'ai trouvée lors de mes recherches. C'est l'astuce des 3 mots. C'est tout simplement mettre une fiche pardon, je suis un petit peu stressée, avec les 3 mots majeurs. Je vais donner un exemple. Par exemple, je vais prendre l'arthrose parce que c'est le dernier cours que j'ai révisé. Je vais mettre définition qui dit arthrose, puisque je suis dans la pathologie, ça veut dire ce sont des maladies. Je vais mettre arthrose, articulation, stress cellulaire, dégradation matrice extracellulaire. Seulement 3 mots majeurs. Aussi pour les signes cliniques, c'est la règle des 3 mots. Inch'Allah, lorsque je vais faire ma deuxième couche, je vais ajouter un ou bien deux nouveaux mots. Et voilà, tout de suite. C'est une astuce très intéressant comme astuce. Dans le même sens, il y a une autre astuce, c'est de toujours utiliser un système binaire. C'est-à-dire, je suis en train d'apprendre un cours sur, tu as parlé d'arthrose, etc. Donc, je vais toujours opposer les critères que je suis en train d'apprendre à d'autres. Donc, c'est une arthrose, donc c'est une douleur mécanique. Je vais l'opposer à inflammatoire. Est-ce qu'il est unilatéral ou bilatéral? Est-ce qu'il concerne les grosses articulations ou les petites articulations? Est-ce qu'elle est exacerbée ou non exacerbée? Est-ce qu'elle est accompagnée de fièvre ou pas de fièvre? Est-ce qu'elle est dans le cadre d'une maladie générale ou isolée? Et ainsi de suite. Donc, opposer ce qu'on est en train d'apprendre à autre chose systématiquement peut aider à mieux l'apprendre. Excellent pour ces deux astuces du professeur Srali et de Loubna, en fait, c'est Loubna qui a fait poser la première suggestion de thématique. Alors, sinon, j'ai des questions écrites. Alors, bon, professeur, est-ce que vous avez des astuces ou conseils sur comment faire une bonne filtration d'informations? Ça, j'aimerais bien t'écouter. Une bonne filtration d'informations qui permet à la fois de répondre correctement à nos questions d'examen et aussi d'avoir des informations utiles pour notre pratique. Parce qu'effectivement, pour les filières santé surtout, on n'apprend pas que pour réussir aux examens, mais aussi pour sauver des vies, Inch'Allah. Oui. Donc, voilà. Alors. Et donc, filtration, oui. Première chose dans la filtration, c'est choisir ses sources. En ayant l'expérience de corriger des examens, parfois je suis frustré de voir qu'une grande partie de la promotion, par exemple, et je me remets en question à ce moment-là, a répondu avec la même erreur. Et je trouve parfois que cette erreur vient du monsieur de la photocopie. Et ça veut dire qu'ils ont appris sur quelque chose qui n'était pas validé et c'était une erreur de source. Et quand on apprend sur une source fausse, on a fourni le même effort, on a beaucoup travaillé, mais la seule erreur se situait au niveau du choix de la source. Et donc, ça, c'est un vrai problème et je pense qu'il faut que la première couche soit une couche de comparaison et de choix de la source qui est une étape primordiale. Après, quand moi je me rends compte de ça, je me dis peut-être que tout le monde s'est rabattu sur cette photocopie parce que je suis allé trop vite ou que mon explication était floue, etc. Et je me remets en question. Mais je me remets en question pour l'année suivante. Et le résultat, c'est que des personnes qui ont fait beaucoup d'efforts, mais en travaillant sur une mauvaise source, ont raté ça. Donc, insister sur la source. Donc, c'est la seule astuce que tu vas nous donner?
C'est Non, il choisir y en la a source. beaucoup. Je voulais pas prendre Donne-nous trop de temps. une d'autre. Donc, dans filtrer, il faut que ce soit équilibré. Ça peut être une excellente source, mais qui est disproportionnée par rapport à mon besoin. Par exemple, c'est un cours où j'ai trouvé un cours de référence sur l'arthrose et ça s'est fait de 20 pages et je n'ai pas besoin de tout savoir. Et donc, dans cette filtration, il y a aussi mettre deux catégories d'informations, celles qui sont primordiales, nécessaires, et celles qui sont complémentaires. Et donc, si j'ai une source trop grande, je mettrai, voici ce que j'apprendrai et ce que je comprendrai seulement sans essayer d'apprendre. Et en comprenant seulement sans essayer d'apprendre, vous allez vous rendre compte que vous avez appris beaucoup de choses, même dans le complémentaire. Donc, filtrer aussi, il y a parfois des cours qui sont même à 3 pages plus difficiles à apprendre que des cours de 8 ou 10 pages, mais avec des schémas, etc. Et donc, dans ma filtration, il y a une filtration pédagogique. Je vais éliminer ceux pour lesquels j'aurai des difficultés d'apprentissage. Je le sais à partir de la première couche. Donc, au lieu de faire 6 couches pour pouvoir coûte que coûte apprendre par cœur parce que c'était le cours du professeur et que c'est sur ça qu'il va poser des questions d'examen, je peux aller chercher ailleurs et profiter du fait que j'ai commencé tôt pour essayer de valider avec le professeur ou avec mes amis le contenu d'un autre cours filtré et classé comme meilleur sur le plan pédagogique. Je ne sais, merci, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Bon, tu me permets, je te tutoie, Bien même sûr, en bien sûr, présence des étudiants. Parce que, au bon, public comme en privé. alors, justement, si on s'y prend assez tôt et qu'on regarde des vidéos de bonnes sources, etc., et qu'on fasse ça en parallèle avec le cours du prof, on peut aussi, ça peut être aussi une manière, je ne sais pas si tu serais d'accord ou pas, une manière de retrouver les éléments les plus importants du cours. Parce que généralement, les vidéos YouTube, lorsqu'ils sont bien faites par des bons profs, etc., ils vont mettre l'accent sur les choses les plus importantes. Donc, ça va nous permettre aussi de détecter les éléments clés d'un cours. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est très important de le faire, mais il faut le faire tôt. C'est ce que tu voilà, c'est quelque chose à retenir qu'a dit professeur Skhli, c'est pour moi il est très utile de regarder un peu partout sur internet qu'est-ce qui peut m'aider à mieux retenir, mais il faut le faire assez tôt pour avoir ce luxe de sélectionner des choses qui vont m'être très très utiles à la fin. Cette année, on a été obligé, comme tout le monde, de mettre des cours à distance. Et on a enregistré des cours de professeurs, etc. Et l'informatique nous donne des informations. Et donc, au sein de la commission pédagogique, on analyse ce que font les étudiants avec les cours mis en ligne. C'est-à-dire combien sont rentrés voir les cours. On a, par exemple, à FES, on a 91% des étudiants qui ont déjà vu les cours déposés. Ça veut dire que 9% ont choisi d'utiliser autre chose. On a aussi des statistiques qui nous disent que certains regardent pendant 5 minutes puis arrêtent. Ça veut dire que le support qu'on leur a donné ne répondait pas à leur objectif et qu'ils ont pensé qu'aller chercher ailleurs était plus utile. Donc, on a la possibilité de classer ça en catégories. Pour d'autres, on voit qu'ils ont vu jusqu'au bout, etc. Et donc, avoir la nature du support ne veut pas dire que c'est le plus efficace et notre choix personnel est très important. Ceux qui n'ont pas utilisé nos supports ne sont pas forcément mauvais et il ne faut pas juger d'après notre ego seulement. Il y a d'autres sources qui peuvent être meilleures. Ah, super, très bien. Alors, si je reviens aux questions des étudiants, est-ce que c'est mieux de travailler le cours sur écran ou sur support papier? Ça dépend des personnes. L'écran, Voilà, donc, on se fatigue.
Je suis incapable de corriger les mémoires, les thèses, etc. sur papier. Je ne suis plus capable de le faire parce que j'ai besoin d'intervenir, de modifier, etc. Et pour d'autres personnes me disent non, je suis incapable de travailler parce que l'écran me fatigue et j'ai la migraine qui se déclenche au bout de 30 minutes, etc. Donc, c'est une question personnelle, je ne peux pas aller. Est-ce que la préparation en groupe est plus utile qu'individuellement? Je pense que tu as déjà répondu, mais tu peux… Elle ne doit pas être exclusive. À un certain moment, il faut qu'on sache se détacher des autres parce que devant le patient ou devant la machine à réparer ou devant la copie d'examen, on sera tout seul. Et donc, il faut utiliser au maximum le travail de groupe, mais savoir se retirer à un certain moment et que chacun se concentre tout seul, mais en prévoyant des séances en groupe de débriefing ou de restitution. On va se retrouver à distance ou en présentiel entre les 5 membres du petit groupe pour discuter de nos difficultés, de comment on a surmonté ça et des astuces, etc. Puis, pour pouvoir retourner par la suite au travail individuel, surtout quand on est devant la dernière ligne droite. Ah, super, merci beaucoup. Et alors, une question, je pense, à l'avant-dernière. Alors, est-ce que le fait de savoir qu'on est fort en savoir-être ou en savoir-faire nous aide à choisir la spécialité du futur, par exemple endocrinologie ou chirurgie? Oui, absolument. Celui qui a dit ça a absolument raison. Le savoir, il n'y a pas que le savoir. Dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales et biomédicales, etc., il y a beaucoup de savoir. Maintenant, il y a une profusion d'informations partout dans toutes les spécialités. Et donc, ce n'est pas ça l'élément déterminant pour faire un bon praticien, un bon clinicien, etc. Et c'est pour faire le choix. Il faut s'imaginer en train de faire et le savoir-être fait partie des choses. Moi, j'ai décidé de faire néphro quand je me souviens du jour. J'étais en 6e année en pédiatrie 4 à l'hôpital d'enfants de Rabat. Je me souviens très bien d'un enfant de 14 ans qui avait une insuffisance rénale obstructive, qui a détruit ses reins, qui était en insuffisance rénale chronique terminale. Et il n'y avait pas moyen de le traiter et il était parti. Et le jour du choix, il était devant moi. Je me disais, c'est cette spécialité que je veux faire parce qu'il y a des choses à faire dans cette spécialité qui se font ailleurs et qui ne se font pas dans notre pays. Et c'était comme ça, c'était le déclic. Chacun trouvera dans le savoir-faire, dans le savoir-être, la solution. Il y a, je vois maintenant pas tous les jours heureusement, mais souvent des personnes qui viennent déposer à la faculté des demandes de changement de spécialité et quand on parle avec eux, non, finalement j'ai découvert que je n'étais pas fait pour la chirurgie ou là j'ai choisi biologie mais les malades me manquent, j'ai fait médecine pour sauver des vies alors que les biologistes aussi sauvent des vies, mais c'est son imagination de la chose qui fait que il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix lié au savoir, à sa façon d'être par la suite en tant que praticien, qui ne correspond pas à son imagination. Et donc, oui, le savoir-être est très important dans le choix. Désolée Tariq, mais d'abord les étudiants se lâchent, c'est toujours comme ça. Ils sont timides au début, mais là, Alors, il y a 2 questions déjà. Alors, pardon, je me perds. Alors, j'ai entendu dire que la mémorisation dans un milieu ouvert distrait l'attention. À votre avis, est-ce que c'est mieux de réviser dans l'espace ouvert ou fermé? Merci beaucoup. Au fait, vous avez répondu à… Oui. Peut-être que Fatima a rejoint plus tard le webinaire, mais bon, je vous laisse quand même… Oui, ça dépend de notre capacité à faire abstraction de ce qui nous entoure. On n'a pas tous la même capacité. Et donc, celui qui sent qu'il n'est pas capable de le faire doit changer de méthode. Et ce n'est pas parce que les autres sont capables que je serai capable. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut associer les 4 stratégies de mémorisation pour une meilleure mémorisation? Oui, les stratégies sont à associer, surtout à ne pas voir de façon isolée.
il faut les stratégies cognitives, métacognitives, affectives et d'organisation qui sont très importantes. Alors, je pense que c'est tout pour les questions. Merci beaucoup, Tarek. Alors, personne. Donc, Loubna, je vois que ta main est levée. Est-ce que c'est depuis tout à l'heure ou là, est-ce que tu veux réintervenir? Si tu veux réintervenir, active ton micro. Et tu as la parole. Non? Donc, non, c'est bon, ça fait très bien. Alors, donc, je vois, c'est ça, merci beaucoup. Donc, en tout cas, je ne sais pas si tu peux voir le chat, Tarek, non? Si tu peux le voir. Alors, si tu ne peux pas le voir, en tout cas, il y a beaucoup de remerciements, Alors, merci beaucoup, c'était très bénéfique. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Merci beaucoup, docteur Srelli. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup pour cette riche exposition. Merci beaucoup, ça a été beaucoup pertinent, etc. Donc, beaucoup de grands merci, professeur. Bref. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie tous. C'est une vraie occasion de partage et je vous remercie pour cette Vraiment, occasion. C'était très, très bénéfique pour les étudiants, j'en suis sûre, pour moi aussi. Et j'espère que tu nous donneras de ton précieux temps parce que je sais que, tu es un peu partout au niveau de la fac, au niveau de l'hôpital, au niveau de l'associatif, partout. Donc, et je vous invite, je vous l'ai déjà dit, mais je vous réitère, suivez professeur Tarek Srelli sur les réseaux sociaux. Ce qu'il publie est très intéressant, très instructif. Et pour les gens qui sont à Fès, comment dire, adhérer à son association, l'association ISAID, parce que c'est pas merci pour faire la publicité à l'association. Oui, marhaba. Je le fais parce que c'est une association qui fait beaucoup de bien, et de toute façon, depuis le début, je vous encourage à vous investir dans la vie associative. Et ben pour les gens de Fès, vous avez, c'est facile. En plus, vous êtes dans la filière santé, et ben l'association ISAID se fera un plaisir de vous avoir comme volontaire, mais aussi sachez que c'est au niveau du travail associatif qu'on apprend les compétences, les soft skills s'apprennent dans le travail associatif. Et ça, par exemple, vous allez dans une caravane, vous allez comme volontaire dans une caravane médicale avec l'association. Eh ben, je suis sûre que les pathologies que vous allez voir pendant cette caravane, ils vont être marqués à vie chez vous. Par exemple, vous avez vu un malade avec une insuffisance rénale, eh ben, vous allez vous rappeler de ce que c'est qu'une insuffisance rénale. Vous n'allez pas vous rappeler le glomérule, qu'est-ce qu'il y a, etc. Parce que moi aussi, c'est une matière, j'ai fait néphrologie, mais c'est une matière que j'ai ratée. Mais bon, vous n'allez pas vous rappeler les dépôts, est-ce qu'il existe, etc. Mais vous allez vous rappeler du plus important, c'est-à-dire le malade insuffisant rénal, il est venu, il était jaune, il était pâle, il était fatigué, et il avait des œdèmes, etc. Bon, bref, donc au niveau des caravanes médicales, non seulement vous pouvez apporter de l'aide, même en tant qu'étudiant, je suppose, Tarek, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est-à-dire, mais aussi, vous allez apprendre sur le plan académique, mais vous allez aussi apprendre sur le plan compétences, comment aborder un patient, comment l'interroger, et bon, ça en plus d'autres compétences. Bon, je pense qu'on pourra rester jusqu'à demain encore en train de parler de cela, mais donc on doit libérer professeur Srelli. Merci beaucoup, professeur Srelli, pour toute ta patience, tes valeurs, et donc à très bientôt. À très bientôt.